et Finn Hoffman quittaient leur Kenai River Lodge pour une randonnée matinale en septembre 2022. Ils promirent de libérer leur chambre avant midi. Mais le couple de l'Oregon ne revint jamais, leur voiture de location disparaissant avec eux dans l'immensité sauvage de l'Alaska. 9 mois plus tard, un garde forestier, enquêtant sur un énorme tas d'appâts pour ours, découvrit des preuves qui révélèrent qu'il était arrivé quelque chose d'impensable au couple, transformant ce qui semblait être un tragique accident de randonnée en l'un des crimes les plus troublants de l'Alaska. Le matin du 12 septembre 2022, une bruine froide et persistante tombait sur Cooper Landing, en Alaska, rendant glissants les chemins de gravier entre les cabanes rustiques du Kenai River Lodge. Brenda Riley, gérante du lodge depuis près de 2 décennies, faisait sa tournée des départs. Elle portait un porte-documents et une patience stoïque, affinée par des années passées à gérer des touristes qui fonctionnaient, selon leurs propres horaires, souvent imprévisibles. Les occupants de la cabane 7, un jeune couple de l'Oregon nommé Tessa Sullivan et Finn Hoffman, devinrent de partir avant 11 heures. Il était maintenant presque midi et leur place de parking désignée était vide, mais la clé n'avait pas été rendue. Brenda frappa fermement à la porte en bois massif de la cabane. Il n'y eut pas de réponse. Elle appelait leur nom, sa voix résonnant platement contre le calme décor de la forêt ruisselante. Après un second coup sans réponse, elle utilisa son passe-partout. L'intérieur était immobile et frais. D'un coup d'œil, il était clair que ce n'était pas une chambre qui avait été libérée. Sur la petite table près de la fenêtre se trouvait un exemplaire bien feuilleté d'un guide. Sibley Birds of the Pacific Northwest. Une page marquée avec un reçu d'un café d'Anchorage. Une veste légère de femme était drapée sur une chaise. Dans la petite salle de bain, des brosses à dents étaient encore dans un gobelet près du lavabo, et une bouteille de champagne était ouverte dans la douche. 2 grandes valises, une bleue et une noire, se tenaient contre le mur du fond. Toutes 2 semblant être entièrement emballées, comme pour un départ qui n'avait jamais commencé. Les seules choses manquantes étaient de les personnes elles-mêmes et leur voiture de location. Brenda ressentit un OF familier d'inquiétude. Il n'était pas rare que des clients perdent la notion du temps lors d'une dernière randonnée matinale. Mais laisser tout leur bagage derrière eux était profondément inhabituel. Elle décida de leur donner quelques heures de plus. En fin d'après-midi, sans aucun signe du couple, elle essaya d'appeler le numéro de téléphone portable sur leur formulaire de réservation. Il passa directement sur la messagerie vocale. Les 24 heures suivantes se passèrent dans un état d'anxiété croissante pour Brenda. Elle vérifiait périodiquement la cabane, la scène à l'intérieur restant inchangée, un tableau statique de vie interrompu. Finalement, dans l'après-midi du 13 septembre, elle passa l'appel qu'elle redoutait. Elle contacta le dispatcher de Soldotna pour les Alaska State Troopers. Elle expliqua la situation calmement et méthodiquement. Les clients, Tessa Sullivan, 27 ans, et Finn Hoffman, 28 ans, étaient de repartis depuis plus d'1 jour, leur départ manqué, leurs affaires laissées derrière, leur véhicule de location absent. L'information fut transmise au sergent Miles Corrigan, un policier vétéran dont toute la carrière avait été consacrée à naviguer les défis uniques de l'application de la loi dans l'immensité de la péninsule de Kenai. Il comprenait que dans cette nature sauvage, la ligne entre une simple mésaventure et une urgence mettant la vie en danger était dangereusement mince. Sa première action fut de faire contacter les familles par un policier. L'appel atteignit le frère Hain de Finn à Portland, Oregon. La confusion de la famille y se transforma rapidement en peur. Ils confirmèrent que le couple était en vacances d'1 semaine, leur premier voyage en Alaska. La dernière communication que quelqu'un avait reçue était un message texte de Finn, envoyé 3 jours plus tôt, le matin du 9 septembre. Il était bref et joyeux, indiquant qu'ils étaient excités de partir
pour une randonnée d'une journée sur un endroit appelé le Slaughter Gulch Trail. Avec cette nouvelle information, le focus de l'enquête initiale s'affina. Le sergent Corrigan confirma les détails de la voiture de location du couple. Une Ford Escape grise avec une plaque d'immatriculation de l'Alaska. Il dépêcha un policier au point de départ du Slaughter Gulch Trail, un point d'accès éloigné à plusieurs kilomètres du lodge. Le rapport revint dans l'heure, confirmant la principale préoccupation de Corrigan. Le parking du sentier, une petite clairière de gravier creusée dans la dense forêt des PCA et de bouleaux, contenait 4 véhicules. Aucun d'eux n'était la Ford Escape grise. L'absence de la voiture était un fait critique et déroutant. Le scénario le plus courant pour des randonneurs disparus impliquait un véhicule laissé à un point de départ de sentier. Cela suggérait quelque chose de différent. Était-il même arrivé au sentier? Avait-il rencontré des problèmes ailleurs? Une recherche initiale et limitée fut lancée. Un hélicoptère d'État, déjà en vol pour une autre affaire, fut détourné pour faire un passage à basse altitude sur la zone de Slaughter Gulch, son équipage scrutant la canopée dense pour tout signe de couleur ou de mouvement. Au sol, 2 policiers parcoururent les 2 promènes 6 kilomètres du sentier boueux, leurs yeux scrutant les sous-bois épais de chaque côté. Ils ne trouvèrent rien. Pas de bouteille d'eau abandonnée, pas d'empreinte notable, aucun signe que le couple ait jamais mis le pied là. Le soir du 13 septembre, sans piste et avec un véhicule manquant, les Alaska State Troopers publièrent un bulletin public officiel. Tessa Sullivan et Finn Hoffman furent déclarés disparus, leur visage souriant d'une photo fournie par la famille, faisant maintenant partie d'une demande formelle d'information. Une image libérée dans le vide, dans l'espoir que quelqu'un quelque part ait vu quelque chose. Les 48 heures initiales se transformèrent en une semaine. Et la disparition de Tessa Sullivan et Finn Hoffman passe à d'une préoccupation localisée à une opération multi-agence à grande échelle. Le sergent Miles Corrigan établit un poste de commandement dans une salle communautaire empruntée à Cooper Landing. Ses murs bientôt tapissés de cartes topographiques, sillonnés de grilles et de zones de recherche potentielles. L'effort gonfla de ressources, des équipes des Alaska State Troopers, des unités de recherche et sauvetage, bénévoles d'Encourage et de la péninsule, et des maîtres chiens avec des chiens, entraînés pour le pistage en milieu sauvage. La Ford Escape grise devint le fantôme au centre de l'opération. Son absence était un vide tactique qu'aucune quantité de main-d'œuvre ne pouvait combler. Chaque théorie de recherche se heurtait au même mur logique. S'ils étaient perdus dans les bois, où était leur voiture? Les enquêteurs commencent le processus minutieux de construire un profil du couple disparu, espérant que leurs habitudes ou leur histoire pourraient éclairer leurs derniers mouvements. Des appels téléphoniques à des amis et à la famille en Oregon peignirent un tableau cohérent. Tessa, graphiste, était décrite comme méticuleuse et joyeuse, la planificatrice du duo. Finn, ingénieur logiciel, était plus spontané et aventureux, poussant toujours pour le chemin moins fréquenté. Ils étaient en tous deux en bonne forme physique et avaient une expérience considérable de la randonnée dans les montagnes cascades du nord-ouest du Pacifique. Ils comprenaient l'équipement, le rythme et l'importance d'être préparés. Mais l'Alaska, soulignait leur famille, était une bête différente. Ils étaient en débutant dans une ligue professionnelle de nature sauvage. Ils avaient lu des livres et regardé des documentaires, mais ils ne possédaient aucune expérience pratique de l'échelle, des prédateurs ou de la nature impitoyable de l'arrière-pays alaskan. Ce fut la sœur de Tessa qui fournit la photographie qui deviendrait bientôt omniprésente. Elle envoya par courriel aux policiers un cliché spontané de Tessa et Finn, pris lors d'une randonnée 1 an plus tôt. Sur la photo, ils sont vibrants et vivants, rayonnant devant la caméra, le bras de Finn enroulé protectivement autour de Tessa.
L'image était parfaite pour la distribution médiatique. Elle était claire, heureuse et profondément humaine. Elle mettait un visage sur les noms, les transformant d'une statistique en un couple que n'importe qui pourrait connaître, un fils et une fille, un frère et une sœur. La photo passait sur les chaînes d'information d'Encourage et fut partagée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'appels pour toute information sur le couple ou leur Ford Escape grise disparue. Au poste de commandement, Corrigan et son équipe luttaient avec des possibilités divergentes. La première et la plus bénigne théorie était que le couple avait simplement changé d'avis. Peut-être que le Slaughter Gulch Trail semblait trop fréquenté ou peu attrayant, alors ils continuaient cherchant un endroit plus isolé. Ils auraient dû prendre l'une des innombrables routes forestières, non marquées ou sentiers secondaires, qui se détachent de l'autoroute principale, leur voiture maintenant en panne ou coincée dans un endroit où personne ne penserait à chercher. Ce scénario, cependant, n'expliquait pas leur échec à contacter qui que ce soit ou à quitter leur lodge. La deuxième théorie était plus sinistre. Une rencontre criminelle, un détournement de voiture sur un tronçon isolé de route, une rencontre fortuite avec la mauvaise personne. Cela expliquerait le véhicule manquant, mais un tel crime violent et aléatoire était relativement rare dans la région. Pourtant, cela ne pouvait être écarté. La recherche elle-même était une corvée brutale et frustrante. L'automne alaskien se refermait avec une finalité sinistre. Les premiers jours d'air vif cédèrent et la place à une pluie persistante et glaciale qui saturait le sol et transformait les pentes douces en glissements de boucs glissants. Les chercheurs avançaient à travers des fourrés denses, d'aulnes et de massues du diable, leur progression mesurée en pieds par heure, leurs cris de tessafine absorbés par le feuillage humide et lourd. Les chiens, efficaces en terrain ouvert, luttaient dans l'environnement dense et saturé d'odeurs, leur maître devenant de plus en plus frustré. Chaque indice potentiel, une branche cassée, une marque d'éraflure sur un rocher, était scruté. Mais aucun ne menait nulle part de définitif. L'immensité du paysage était démoralisante. Un hélicoptère pouvait voler pendant 1 heure et ne voir qu'une mer ininterrompue de vert et de brun, une nature sauvage qui pouvait engloutir 2 personnes sans laisser de traces. Puis, le 8e jour de la recherche, une lueur d'espoir. Un appel arriva d'une petite station-service isolée et d'un restaurant à environ 60 km au sud de Cooper Landing. Le préposé, un homme âgé nommé Walter, était catégorique. Il avait vu le couple sur la photo d'actualité. Il dit au policier au téléphone qu'un jeune homme avec une moustache et une femme aux cheveux noirs était venu quelques jours avant que la nouvelle n'éclate. Il se souvenait de parce qu'il semblait un peu perdu, demandant le meilleur moyen d'atteindre la côte par des routes secondaires. Il dit qu'ils avaient acheté 2 cafés et une carte papier de la péninsule de Kenai. Il était presque certain qu'il conduisait un SUV gris, peut-être une Ford. La piste était tenue, basée sur la mémoire faillible d'un homme, mais c'était la seule chose concrète qu'ils avaient. L'espoir monta dans le poste de commandement. C'était une déviation du plan, mais c'était une direction tangible. Corrigan prit la décision difficile de détourner une équipe. 2 policiers furent dépêchés pour le trajet de 90 minutes vers le sud. Ils arrivaient pour trouver Walter Désir d'aider, mais sa chronologie était floue. Le système de sécurité de la station-service était un vieux modèle économique. Les policiers, avec un Walter frustré, passèrent 1 heure à essayer de visionner les images du jour supposées de l'observation. Ils accédèrent finalement au fichier pour être accueillis par un écran de données corrompu. Un problème numérique avait rendu les enregistrements de toute la journée en une mosaïque inutile de statique et d'images figées. La piste qui avait brûlé si brillamment pendant quelques heures fut éteinte. Elle leur avait coûté du temps, de la main-d'œuvre et une quantité significative de morale.
Alors que septembre se transformait en octobre, la réalité de la situation commença à s'installer. Les équipes de recherche devinrent plus petites, alors que les bénévoles devaient être retournés à leurs emplois et leur vie. L'attention médiatique diminua. Les briefings quotidiens au poste de commandement devinrent de plus courts. Les cartes sur le mur maintenant dansent, avec l'encre rouge, des secteurs dégagés, un témoignage d'un effort massif qui n'avait rien donné. La pluie commença à se mélanger avec du grésil et les sommets des montagnes environnantes, autrefois simplement saupoudrés de blanc, étaient de maintenant entièrement enveloppés de neige. La ligne de neige descendait plus bas sur les pentes chaque jour, une horloge visible comptant à rebours toute chance de trouver le couple vivant. À la mi-octobre, avec des températures constamment en dessous de zéro et un pied de neige recouvrant les hauts de terre, le sergent Corrigan fit l'annonce officielle. La recherche active de Tessa Sullivan et Finn Hoffman était suspendue. Il utilisa des mots soigneusement choisis, comme indéfiniment, et en attente de nouvelles informations. Mais tout le monde comprenait le sens. L'hiver avait gagné. Les chercheurs emballèrent sur leur équipement, les cartes furent retirées des murs et le poste de commandement fut fermé. L'affaire fut formellement déplacée, au statut d'enquête ouverte mais inactive, une affaire non résolue. Pour les familles en Oregon, la suspension de la recherche fut un coup dévastateur, remplaçant l'anxiété aiguë de la recherche par la douleur sourde et permanente de l'incertitude. L'hiver s'installa sur la péninsule de Kenai, un vaste manteau silencieux de blanc, enfermant le secret de ce qui était arrivé à Tessa et Finn pour les longs mois sombres à venir. 9 mois passèrent. Les neiges de l'hiver 2022-2023, qui étaient tombées avec une telle finalité sur la recherche de Tessa et Finn, reculèrent finalement. Le paysage alaskan subit sa transformation violente et explosive du blanc au vert. Les rivières gonflèrent d'eau de fonte, le sol dormant se ramollit en boue, et l'air devint épais du bourdonnement des moustiques et de l'odeur de terre humide et de peupliers bourgeonnants. L'affaire du couple disparu s'était installée dans les archives froides et silencieuses des Alaska State Troopers, un dossier marqué par des questions frustrantes et un manque complet de réponses. Le 5 juin 2023, le garde forestier du parc de l'Alaska, Elias Vins, naviguait son camion de patrouille sur une route de service profondément creusée d'ornières dans un secteur éloigné du Kenai National Wildlife Refuge. Vance, un homme dans la fin de la quarantaine, avec un visage buriné par des années de soleil et de vent, opérait avec une efficacité calme et observatrice. Son travail était un mélange de conservation, d'application de la loi et de sécurité publique, et il connaissait intimement ce vaste territoire. Sa tâche pour la journée était routinière, mais nécessaire. Une vérification préliminaire de plusieurs stations d'appâtage d'ours enregistrées avant l'ouverture de la saison principale de l'ours noir. L'appâtage, bien que légal avec un permis, était strictement réglementé, et la patrouille de Vance était destinée à s'assurer que les stations étaient là correctement marquées et n'étaient pas utilisées prématurément. Il gara son camion là où la route devenait impraticable et continua à pied suivant un faible sentier de gibier qui s'enfonçait plus profondément dans la dense forêt des PCA. L'air était frais et immobile sous la lourde canopée. Le silence brisé seulement par le bavardage d'un écureuil et le cri lointain d'un corbeau. Il se dirigeait vers une station désignée KB-117, un site connu pour son isolement. C'était l'un de ces endroits qui avaient tendance à attirer des problèmes. Des braconniers ou des chasseurs légaux qui contournèrent les règles, supposant que personne ne ferait le long trajet pour vérifier. Alors qu'il s'approchait à une centaine de mètres des coordonnées de la station, la première chose qu'il ne frappa fut l'odeur. Ce n'était pas l'odeur habituelle de la forêt. C'était une douceur écœurante et collante, mélangée à une odeur de moisi et de fermentation,
comme une benne à ordures de boulangerie laissée au soleil. C'était assez fort pour lui faire froncer le nez. Sa première pensée fut qu'un chasseur avait utilisé un appât inapproprié. Du poisson ou de la viande pourrie était interdit, ou avait simplement déversé une quantité beaucoup plus grande que ce qui était autorisé. Il ralentit son allure, ses sens en alerte maximale. Il traversa un dernier écran de jeunes épicéas et la scène s'ouvrit sur une petite clairière moussue. Ceux qui le virent, le fils arrêtait net. L'ampleur du tas d'appât était absurde. Un grand baril en plastique bleu de taille industrielle était couché sur le côté, et de sa bouche se déversait une montagne de pâtisseries en décomposition. Il y en avait des centaines, peut-être des milliers, des beignets glacés, des grives d'ours et ce qui ressemblait à des pâtisseries fourrées à la gelée, le tout maintenant une masse détrempée et moisie. Mélangée à cela était une rivière de maïs pour animaux s'étalant sur le sol moussu, un épais nuage chatoyant de mouches et de geppes grouillées sur le tas, leur bourdonnement un vrombissement agressif et constant. La scène n'était pas seulement une violation des règlements, c'était bizarre, un étalage grotesque d'excès. La formation de Vince prit le dessus. Il décrochait la cartouche de ce pré anti-ours de sa ceinture, la tenant prête. Un tas d'appâts de cette taille était impuissant et attractif. Il scruta la lisière des arbres, écoutant attentivement tout son d'un gros animal. Rien. Il fit un cercle lent et délibéré autour de la clairière, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol mou. Son regard revenait sans cesse au baril. Il semblait déplacé, sa couleur bleu vif, une intrusion étrangère dans la palette de vert et de brun. C'est alors que l'odeur s'enregistra à un niveau différent. Sous la pourriture sucrée du sucre et la fermentation du maïs, il y avait une autre note. C'était un sous-ton faible et âcre, quelque chose de vaguement chimique, mais aussi organique. C'était l'odeur de la décomposition, mais pas de nourriture. Il l'avait déjà senti, sur des animaux morts depuis un certain temps. Il pensa qu'un ours ou un orignal était peut-être mort à proximité. Son odeur, masquée par l'appât écrasant. Il s'approche du baril, prudemment par le côté, ses yeux fixés sur l'ouverture sombre. Les seins de mouche étaient le plus épais là. Il retint son souffle contre la puanteur et jeta un coup d'œil. Pendant un moment, son cerveau lutta pour traiter le fouillis de forme et de texture. Il vit la masse pulpeuse de pâtisserie, le jaune pâle du maïs. Et puis, il vit autre chose, quelque chose qui n'appartenait pas là. Dépassant de la boue, pointant presque droit vers le haut, se trouvaient les semelles de 2 bottes de randonnée noires. Elles étaient recouvertes de crasse, mais le motif de semelles distinctif était indubitable. Elles étaient attachées à ce qui était clairement des jambes, vêtues de pantalons de randonnée sombres et tachés de boue. Le reste du corps était submergé dans la bouillie nauséabonde à l'intérieur du baril. Vance ressentit une secousse de glace dans son estomac. Il recula physiquement, faisant 2 pas rapides en arrière, son cœur battant contre ses côtes. Il se força à prendre une respiration lente et régulière, l'air nauséabond se coinçant dans sa gorge. Il n'était plus un garde forestier, vérifiant une station d'appâtage. Il était le premier officier sur une scène de crime. Sa formation prit le dessus. Une série de protocoles qui remplacèrent distincts le choc. Ne rien toucher, préserver la scène, appeler par radio. Il recula prudemment, regardant où il mettait les pieds, se déplaçant vers le bord de la clairière où il était entré. Il décrocha la radio de sa bretelle d'épaule, sa main tremblant légèrement alors qu'il appuyait sur le microphone. Il se présenta et indiqua sa position, demandant une assistance immédiate des Alaska State Troopers. Il signala un 1054 suspect, un cadavre. Il précisa les circonstances, décrivant la station d'appâtage et la dissimulation. Ses mots saccadés et précis.
La voix du répartiteur revint, calme et professionnelle, confirmant le message et l'informant que des unités étaient en route. Le policier le plus proche était à 40 minutes. L'attente de Vance fut les 40 minutes les plus longues de sa vie. Il se tenait au bord de la clairière, une sentinelle silencieuse, son regard fixé sur le baril bleu. La forêt qui avait été son sanctuaire quelques instants auparavant semblait maintenant menaçante, ses ombres plus profondes, son silence plus lourd. Le bourdonnement des mouches était le seul son, une bande sonore écœurante à sa découverte. Quand le sergent Miles Corrigan arriva, il trouva Vance, calme et composé. La zone avait été sécurisée avec du ruban jaune, une frontière artificielle et frappante contre la nature sauvage. Corrigan ressentit un sinistre sentiment de déjà-vu en observant la scène. Il avait passé des semaines à chercher 2 personnes dans cette même nature sauvage, et maintenant, 9 mois plus tard, il semblait que la nature sauvage offrait enfin un indice. La récupération fut un processus lent, sinistre et méticuleux. Une équipe du State Crime Lab fut amenée par hélicoptère. Ils photographièrent et documentèrent chaque aspect de la scène. La position du baril, la distribution de la PA, l'activité des insectes. Finalement, 2 enquêteurs retirèrent soigneusement le corps du baril. C'était un homme, entièrement vêtu d'équipements de randonnée, qui avait été ravagé par l'humidité et la décomposition. Le corps fut respectueusement placé dans un sac pour le transport au bureau du médecin légiste de l'État à Anchorage. 2 jours plus tard, le sergent Corrigan était assis à son bureau, fixant le rapport préliminaire. Les dossiers dentaires avaient confirmé l'identité. Le corps trouvé dans le baril bleu était Finn Hoffman. Mais alors que Corrigan continuait à lire, l'affaire qu'il pensait enfin commencer à comprendre fut brisée et reformée en quelque chose de bien plus monstrueux. Le médecin légiste était sans équivoque sur 2 points. Premièrement, la cause du décès n'était pas une attaque d'animal ni un accident. Finn Hoffman était mort d'un traumatisme contondant massif à l'arrière de la tête. Il avait été assassiné. Deuxièmement, et de manière plus troublante, était le moment du décès par rapport à l'état de décomposition. Le corps montrait des signes d'avoir été exposé aux éléments pendant seulement une courte période, peut-être 1 à 2 semaines au maximum. Pour les 8 mois et demi restants des 9 mois où il avait disparu, le corps de Finn Hoffman avait été conservé quelque part au froid. Congelé, les implications étaient le stupéfiant. Finn et Essa ne s'étaient pas simplement perdus. Ils avaient rencontré un tueur qui avait assassiné Finn, puis stocké son corps tout l'hiver, comme un morceau de viande dans un congélateur avant de décider de le jeter dans l'endroit le plus bizarre et isolé. Toute la base de l'enquête s'effondra. Ce n'était pas l'histoire d'un accident tragique dans la nature sauvage. C'était un homicide calculé. Et alors que cette nouvelle réalité horrifiante s'installait, une question éclipsait toutes les autres. Si le tueur avait gardé le corps de Finn sur glace tout l'hiver, où était-elle celui Van? La confirmation que le corps dans le baril était un Finn Hoffman assassiné et qu'il y avait été récemment déposé envoya une onde de choc à travers l'enquête. Le bureau du sergent Miles Corrigan, qui avait été un dépôt silencieux pour un dossier d'affaires non résolu, revint à la vie avec fracas. Les cartes retournèrent bien sur les murs, mais les grilles étaient différentes maintenant. La recherche n'était plus pour des randonneurs perdus. C'était pour une deuxième victime et un tueur. La découverte avait répondu à la question de ce qui était arrivé à Phoenix, mais elle avait engendré une foule de questions plus terrifiantes. Où son corps avait-il été gardé pendant 9 mois? Pourquoi le déplacer maintenant? Et surtout, qu'était-il advenu de Tessa? La nouvelle réalité força les enquêteurs à confronter 2 possibilités horrifiantes concernant Tessa Sullivan.
La première était qu'elle avait connu le même sort que Fine, et que son corps était encore caché. Peut-être dans le même lieu de stockage frigorifique où celui de Fine avait été gardé ou éliminé d'une manière entièrement différente. La deuxième possibilité était, à certains égards, encore plus glaçante. Qu'elle avait d'une manière ou d'une autre été impliquée. Dans le calcul froid de l'enquête sur les homicides, le partenaire est toujours considéré. Une dispute entre le couple aurait-elle pu tourner au meurtre, amenant Tessa à tuer Finn et à fuir? Cette théorie semblait complètement incohérente avec tout ce qu'il savait sur elle et la relation du couple. Mais en l'absence de preuves, aucune théorie ne pouvait être écartée. Le public, autrefois uni dans la sympathie pour le couple perdu, s'engage à maintenant dans des spéculations feutrées et morbides. L'attention immédiate de l'enquête se rétrécit à la scène de crime elle-même. Le baril bleu et la montagne d'appât. Chaque élément était un indice potentiel. La station d'appâtage, KB 117, était officiellement enregistrée au nom d'un homme appelé Silas Croft, un guide de chasse de 58 ans qui dirigeait un petit service de guide en difficulté depuis sa maison à la périphérie de Soldotna. Croft était une quantité connue des forces de l'ordre local. Une figure acariâtre et solitaire qui avait eu des accrochages mineurs concernant les règlements de chasse dans le passé. Il était précisément le genre de personne qui pourrait avoir les compétences et le tempérament pour naviguer dans l'arrière-pays avec facilité et éviter la détection. 2 policiers amenèrent en Silas Croft pour interrogatoire. Il arriva au poste de Soldotna, l'air agacé et dérangé, son visage buriné figé dans une grimace permanente. Il s'assit en face de Corrigan, ses bras croisés, défensivement sur sa poitrine. Son histoire était simple et livrée, avec une impatience bourrue. Il confirma qu'il détenait le permis pour KB 117, mais il affirma qu'il ne l'avait pas utilisé, ni même visité depuis l'automne précédent. Il déclara que c'était de notoriété publique parmi les chasseurs locaux qu'une fois qu'une station était établie, d'autres l'utiliseraient souvent sans permission, déversant illégalement leurs propres appâts pour capitaliser sur le trafic animal établi. Il appelait cela profiter et dit qu'il avait abandonné d'essayer de le surveiller depuis des années. Quand Corrigan le pressa pour un alibi pour le moment estimé du dépôt du corps, une fenêtre de 2 semaines à la fin mai, les réponses de Croft, de Vardy et vagues, il vivait seul. Il passait ses journées à travailler sur l'équipement, à repérer des emplacements ou simplement à s'occuper de ses propres affaires. Il ne pouvait pas produire de reçus, de témoins ou toute preuve concrète de ses allées et venues pour un jour spécifique dans cette période. Son alibi était faible, mais c'était aussi le genre de non-alibi commun pour les personnes qui vivaient des vies isolées. Il était coopératif jusqu'à un certain point, mais son ressentiment bouillonnant était palpable. Il consentit à une fouille de sa propriété et de son camion. La fouille ne révèle rien, pas de produits de nettoyage inhabituels, pas de traces de sang, aucun lien avec le couple disparu. Sans plus de preuves, Silas Croft resta une personne d'intérêt, une piste frustrantement plausible, mais improbable. Avec l'élément humain temporairement bloqué, l'équipe médico-légale tourna son attention vers les preuves physiques. Le baril bleu fut scruté. C'était un tambour industriel, standard de 55 gallons, sa surface patinée et rayée. Sous une lumière de haute intensité, un technicien médico-légal localisa un tampon d'inventaire délavé et partiellement gratté près de la base. Le tampon provenait de Kassilov Seafoods, une usine de transformation du poisson qui avait fait faillite et fermait ses portes plus d'1 décennie plus tôt. C'était un fragment de piste, une connexion au passé qui pourrait n'avoir aucune pertinence, mais elle fut enregistrée et classée. L'appât lui-même subit un examen presque microscopique. La plupart étaient du maïs générique pour animaux, impossible à retracer.
Mais les pâtisseries d'y étaient une autre affaire. Alors que la plupart étaient au débeignés commun produits en masse, un type se démarquait. Une pâtisserie carrée, fourrée à la framboise et saupoudrée de sucre. Le laboratoire criminel détermina qu'elle était fabriquée par une boulangerie commerciale spécifique à Anchorage. C'était une percée significative. Corrigan assigna 2 de ses meilleurs enquêteurs à la tâche minutieuse de retracer le réseau de distribution de la pâtisserie. Le travail était éreintant. Les enquêteurs commencent à la boulangerie, obtenant une liste maîtresse de chaque distributeur qui transportait leurs produits. De là, ils commencent à croiser cette liste avec les entreprises de la péninsule de Kenai. Ils passèrent des jours au téléphone et à conduire vers des épiceries, des stations-service et des dépanneurs de Kenai à Homer. Ils cherchaient une intersection spécifique. Un détaillant qui vendait cette marque particulière de beignets, fourrés à la framboise, et qui aurait pu vendre une quantité massive, ou avoir eu une quantité massive volée dans les semaines précédant la découverte. C'était une recherche d'une aiguille dans une botte de foin régionale. La plupart des gérants de magasins étaient enserviables, mais n'avaient aucun souvenir d'une transaction aussi spécifique et importante. De nombreux magasins ne transportaient même pas cet article particulier. La piste qui avait semblé si prometteuse se dissolvait dans un bourbier logistique, une série d'impasses et de haussements d'épaules d'employés de détail surchargés. L'enquête était inondée de détails bizarres. Une usine de poissons défunte, un type spécifique de beignet. Mais rien de tout cela ne se cristallisait en une image cohérente du tueur. La seule chose qu'il savait, avec certitude, était que Finn Hoffman avait été assassiné, et que Tessa Sullivan était toujours portée disparue. Alors que l'enquête médico-légale sur la PA et le baril progressait lentement, l'été alassien atteignait son apogée. Les longues journées, avec près de 20 heures de lumière du jour, signifiaient que la nature sauvage était plus accessible qu'elle ne l'avait été à n'importe quel moment depuis la disparition de Tessa et Finn. Cette accessibilité, combinée à l'attention médiatique renouvelée sur l'affaire, entraîna une augmentation de la vigilance publique. Les gens qui avaient été écartés de vieux souvenirs les réexaminaient maintenant. C'était cette conscience accrue qui briserait finalement l'affaire, non pas depuis un laboratoire, mais depuis l'eau froide et claire d'un lac isolé. Le 10 juillet 2023, 2 frères, pêcheurs passionnés d'encourage, passaient un long week-end à explorer l'arrière-pays de la péninsule de Kenai. Ils avaient choisi de pêcher au lac Tustumena, un énorme plan d'eau alimenté par un glacier connu pour ses truites, de lac de taille trophée et ses conditions notoirement imprévisibles fouettées par le vent. Pour éviter les rampes de mise à l'eau plus populaires, ils avaient tâché conduire leur camion sur une série de routes forestières rugueuses et mal entretenues pour accéder à une crique isolée sur la rive sud du lac, un endroit qu'ils avaient trouvé sur une carte satellite. Alors qu'ils préparaient à leur petit bateau en aluminium près du bord de l'eau, l'un des frères, jetant son regard sur l'eau placide, remarqua quelque chose d'étrange. À environ 30 mètres du rivage, dans une zone d'eau d'environ 15 pieds de profondeur, il vit un éclat de métal. Le lac était exceptionnellement clair ce jour-là. L'angle bas du soleil matinal pénétrant profondément dans l'eau. Il le signala à son frère. Au début, il pensait que c'était juste un gros morceau de ferraille, peut-être un vieux bloc moteur ou une partie d'une motoneige accidentée de l'hiver. Mais alors qu'il fixait, la forme commença à se résoudre. C'était lisse, carré et anormalement uniforme. Cela ressemblait au toit d'un véhicule. Une peur froide s'installa sur eux. Ils savaient, à propos du couple disparu par les nouvelles, qu'un SUV gris avait disparu depuis presque 1 an. Avec des mains tremblantes, l'un des frères utilisa son téléphone pour appeler le 911, sa voix tendue alors qu'il essayait d'expliquer leur emplacement. Un endroit sans adresse formelle, juste une série de virages sur une route non marquée. L'appel
fut acheminé au poste des State Troopers à Soldotna. Le sergent Corrigan ressentit une montée d'adrénaline alors que les détails arrivaient. L'emplacement était à des kilomètres de toute route pavée, un endroit où personne n'irait jamais par accident. C'était à plus de 50 km par route du Slaughter Gulch Trail, où le couple était supposé se diriger. Et un trajet difficile, de 30 km à travers le pays, depuis la station d'appâtage où le corps de Finn avait été trouvé. Les emplacements formaient un triangle étrange et illogique sur la carte. Amener une équipe de récupération sur le site était un défi logistique. Une équipe de plongée spécialisée dans Schrage fut mobilisée. Ils arrivent tard dans l'après-midi, la crique isolée maintenant bouclée et bourdonnant de l'efficacité silencieuse d'une scène de crime majeur. Les deux plongeurs glissèrent dans l'eau glaciale alimentée par le glacier. La visibilité était excellente. Leur caméra montée sur casque relayait une image claire et fantomatique sur un moniteur sur le rivage. C'était un véhicule, un SUV de taille moyenne, reposant droit sur le fond du lac, comme s'il y avait été doucement placé. Alors qu'un des plongeurs essuyait un an d'algues et de l'immonde, la plaque d'immatriculation arrière, les numéros apparurent, confirmant ce que tout le monde soupçonnait. C'était la Ford Escape Grise, louée par Finn Hoffman et Tessa Sullivan. La récupération fut une opération lente et délicate, qui s'étira jusqu'au lendemain. Un camion de remorquage industriel, avec une grue à longue portée, fut soigneusement manœuvré sur la route forestière. Les plongeurs attachèrent des sangles robustes au châssis du véhicule. Avec un gémissement de métal tendu et d'eau agitée, la Ford Escape fut lentement treuillée hors du lac. Elle émergea dégoulinante, couverte d'algues et de vases, un cercueil métallique qui avait gardé ses secrets pendant 10 mois. Le véhicule fut transporté sur un camion à plateau jusqu'à un garage sécurisé à Soldotna. L'intérieur était un désastre de rembourrage, gorgé d'eau et de matériaux en décomposition. Il semblait peu probable que quelque chose de valeur puisse être récupéré. Mais les enquêteurs savaient que la pièce de preuve la plus critique pourrait être protégée dans le tableau de bord. La voiture était équipée d'un système de navigation GPS installé en usine. Bien que l'écran soit mort, la mémoire interne de l'unité était logée dans un module scellé. L'unité entière fut soigneusement extraite et envoyée par avion au laboratoire de criminalistique numérique de l'État. Des jours plus tard, l'appel arriva. Les techniciens du laboratoire avaient réussi à contourner les dégâts d'eau et à extraire des données fragmentées de la mémoire à semi-conducteur de l'unité GPS. C'était un journal de voyage partiel du dernier jour où le système était actif. Le 9 septembre 2022. Les données racontaient une histoire qui contredisait complètement les plans déclarés du couple. À aucun moment ce jour-là, le véhicule ne s'était dirigé vers le Slaughter Gulch Trail. Au lieu de cela, le journal GPS montrait un itinéraire tournant hors de l'autoroute principale et sur le réseau même de routes forestières qui menait au lac Tustumena. Les derniers points de données enregistrés, une série de signaux du système essayant d'acquérir un signal satellite, placèrent le véhicule directement au bord de la crique isolée où il avait été découvert. Ils s'étaient reconduits eux-mêmes à l'endroit où leur voiture avait été sabordée. C'était la clé qui manquait à Corrigan. Il consulta les cartes de propriété pour la zone entourant la crique. Les données GPS montraient que la dernière position de la Ford Escape était à la limite même d'une grande parcelle de terrain privé. La parcelle faisait plus de 100 acres de forêt dense et non développée. Corrigan rechercha le nom du propriétaire, Alistair Finch. Le nom ne lui disait rien. Sur une intuition, il sortit l'ancien dossier apparemment non pertinent sur la faillite de Kassilov Seafoods. Il croisa la liste des individus et des entreprises qui avaient acheté de l'équipement excédentaire à la vente aux enchères de liquidation plus d'une décennie auparavant.
Son doigt parcourut la liste des acheteurs. Et c'était là. Alistair Finch avait acheté 3 palettes d'équipements divers. Un lot qui incluait, selon le manifeste de la vente aux enchères, barils tambours en plastique assortis. Les 2 fils disparates, le baril de la forêt et la voiture du lac, venèrent d'être liés ensemble, pointant vers un homme et un terrain. Le nom Alistair Finch était une quantité inconnue, un fantôme dans le système. Le sergent Corrigan commença à creuser, rassemblant les fils disparates des archives publiques pour construire une image de l'homme qui possédait le terrain où toutes les preuves pointèrent maintenant. Finch avait 68 ans. Il n'avait pas de casier judiciaire en Alaska, ni d'histoire significative dans les 48 États inférieurs. Il avait acheté la parcelle de 120 acres, près du lac Tustumena, 20 ans auparavant, payant en espèces. Les registres de taxes foncières étaient mais sa seule empreinte constante. Il n'avait pas de licence de chasse ou de pêche active. Il semblait vivre complètement hors réseau, un ermite des temps modernes. Corrigan dépêcha un policier pour faire une enquête discrète dans la petite ville la plus proche, un endroit où les connaissances locales comblaient à jeu souvent les lacunes des archives officielles. Le policier parla avec le maître de poste et le propriétaire du magasin général. L'image qui émergea était cohérente. Alistair Finch était connu, mais pas bien connu. Il venait en ville une fois toutes les quelques semaines pour des provisions, payant toujours en espèces ses interactions brèves et dépourvues de civilité. Il était décrit comme calme, décharné et perpétuellement méfiant. Un homme qui regardait le monde à travers des yeux soupçonneux. Le propriétaire du magasin se rappela que Finch était intensément privé. Et il y avait des rumeurs locales qu'il avait installé des pièges à hommes et d'autres moyens de dissuasion sur sa propriété pour décourager les intrus. Il avait déménagé en Alaska 2 décennies plus tôt, disait un certain. Après une tragédie personnelle profonde, la perte de sa femme et de son enfant dans un accident de voiture, cherchant du réconfort dans l'isolement total. Les pièces étaient à maintenant en place. Les données GPS s'est placées sur la voiture du couple au bord de la propriété de Finch. Le baril utilisé pour dissimuler le corps de Finch était d'un type que Finch avait acheté. L'homme lui-même était un reclus, avec une réputation d'être paranoïaque à propos des intrus. C'était une chaîne puissante de preuves circonstancielles. Corrigan savait qu'il en avait assez. Il passa une journée à compiler l'affidavit, exposant chaque pièce de l'enquête de la découverte du corps de Finch aux journaux GPS, au manifeste de vente aux enchères de l'usine de poissons défunte. Un juge examina le mandat et le signa sans hésitation. Le raid fut planifié avec une précision tactique. Étant donné la paranoïa réputée de Finch et le potentiel qu'il soit armé et hostile, Corrigan assembla une équipe de 6 policiers, incluant des membres de l'unité tactique. Ils se rassemblèrent à un point de rendez-vous à quelques kilomètres, planifiant leur approche pour l'aube. Ils utiliseraient les mêmes routes forestières que le couple avait prises, leurs véhicules robustes faisant un travail rapide du terrain accidenté. Alors que le soleil jetait sa première lumière pâle sur les montagnes, les véhicules des policiers s'arrêtèrent au bord de la propriété de Finch. Un panneau défense d'entrée, peint à la main et grossier, était cloué à un arbre. La propriété était une forteresse de feuillage, la cabane invisible depuis la route. L'équipe avança à pied, se dispersant alors qu'ils avançaient à travers les bois denses. Ils trouvèrent dans la cabane, située dans une petite clairière désordonnée. C'était une structure en rond d'un simple, avec de la fumée s'élevant faiblement de sa cheminée en pierre. Corrigan héla la cabane, annonçant leur présence et le mandat de perquisition. Il n'y eut pas de réponse. Après un deuxième appel plus fort resté sans réponse, l'équipe tactique enfonça la porte. Ils trouvèrent Alistair Finch assis sur une chaise en bois à une petite table, une tasse de café dans les mains.
Il ne montra aucune surprise, aucune peur, aucune colère. Il leva les yeux vers les policiers armés, inondant sa maison avec un air de résignation lasse, comme s'il les attendait depuis des mois. La fouille de la propriété commença. Pendant que Finch était assis silencieusement sous garde, les policiers travaillèrent méthodiquement à travers la petite cabane encombrée et les dépendances. Dans une remise branlante derrière la cabane principale, ils trouvèrent un grand congélateur coffre de qualité commerciale. Il fonctionnait, son moteur bourdonnant bruyamment dans le matin calme. Un policier ouvrit le lourd couvercle. Il était vide, mais il avait été récemment et maladroitement nettoyé. Un technicien médico-légal pulvérisa plus tard l'intérieur avec du luminol et le congélateur s'illumina de la lueur bleu-vert indubitable du résidu chimique, indiquant la présence d'une quantité significative de sang. La découverte la plus accablante vint d'un petit casier de stockage cadenassé, construit dans le côté de la cabane principale. Après avoir coupé le cadenas, un policier ouvrit la porte. Le casier était sombre et sentait le mildiou. Dans le coin, derrière une pile de vieilles eaux bâches, se trouvait un petit sac à dos turquoise délavé. Il était recouvert de saleté, mais instantanément reconnaissable, d'après la description de la famille. Corrigan ouvrit soigneusement la poche principale. À l'intérieur, parmi quelques barres énergétiques et une bouteille d'insectifuge, se trouvait un petit portefeuille. Il l'ouvrit et trouva le permis de conduire. Le visage qu'il regardait était celui de Tessa Sullivan. Avec la découverte du sac à dos, l'impasse silencieuse avec Finch prit fin. Corrigan le confronta, plaçant le sac turquoise sur la table devant lui. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le visage de Finch. Un soupir profond et frémissant de défaite. Le barrage de son long silence se brisa. Il commença à parler, sa voix un monotone sec et sans émotion, comme s'il racontait une histoire qui était arrivée à quelqu'un d'autre. Il leur raconta ce qui s'était passé le 9 septembre de l'année précédente. Il avait entendu un véhicule près du bord de sa propriété et était allé enquêter, portant son fusil, comme il le faisait toujours. Il avait trouvé la Ford Escape gris, ses roues profondément enfoncées dans une zone boueuse de la route. Un jeune couple, Finch et Tessa, essayait de la dégager. Ils avaient l'air soulagés de le voir et demandèrent s'ils pouvaient utiliser un téléphone ou s'ils pouvaient les aider à les sortir. Finch, l'esprit imprégné de paranoïa et d'une territorialité féroce, les vit non pas comme des personnes dans le besoin, mais comme des intrus, une menace à son monde isolé. Il refusa d'aider et leur ordonna de quitter son terrain. Une dispute commença. Selon Finch, Finch devint en colère et frustré, lui criant dessus pour son manque de compassion. Finch affirma que Finch fit un pas vers lui, se jetant sur lui. Dans ce moment de menace perçue, Finch réagit instinctivement. Il ne tira pas avec le fusil. Il le balança comme une massue, frappant Finch carrément à l'arrière de la tête. Finch s'effondra au sol, instantanément immobile. Finch décrivit les conséquences avec le même détachement glaçant. Il savait qu'il l'avait tué. Il tourna son fusil vers Tessa, hurlante et hystérique, et la força à retourner à sa cabane. Il l'enferma à l'intérieur. Il retourna ensuite chercher le corps de Finch, le chargea sur une bâche et le traîna jusqu'au grand congélateur dans sa remise. Il mit le corps à l'intérieur, le verrouilla, puis conduisit la Ford Escape du couple jusqu'à la crique profonde du lac et la laissa rouler dans l'eau, la regardant couler sous la surface. Il garda sa captive dans sa cabane pendant tout l'automne et le long hiver sombre. Il n'expliqua jamais son motif, au-delà d'un vague sentiment qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Qu'elle faisait maintenant partie du terrible secret qu'il devait garder. Puis, fin mai, alors que le monde extérieur commençait à dégeler, elle vit sa chance.
Pendant que Finch était dehors, en train de couper du bois, elle réussit à forcer une fenêtre ouverte et à fuir, disparaissant dans la vaste nature sauvage impitoyable qui entourait la propriété. Finch admit qu'il l'avait cherchée pendant une journée, mais qu'il avait ensuite abandonné. Il savait qu'avec le dégel, il ne pouvait pas garder le corps de Finch dans le congélateur indéfiniment. Il paniqua. Il chargea le corps congelé dans son camion, le conduisit à la station d'appâtage isolée et le jeta dans le baril, l'entourant d'appâts dans un espoir désespéré et insensé que les ours le trouvent et détruisent à l'épreuve de son crime. Il dit aux enquêteurs qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Tessa après qu'elle se soit enfuie. Il savait juste qu'elle était partie. La confession d'Alistair Finch déplaça le focus de l'enquête une dernière fois tragique. Il fut arrêté et transporté à Anchorage, son monde isolé, maintenant réduit à une salle d'interrogatoire stérile et une cellule de détention. De retour à sa propriété, une nouvelle recherche commença, mais celle-ci était différente. Ce n'était plus une chasse large et spéculative à travers la péninsule de Kenai. C'était une recherche sinistre et cible et des restes de Tessa Sullivan. Basée sur le récit de Finch, de la direction dans laquelle elle s'était enfuie, le sergent Corrigan établit un rayon de 5 miles autour de la cabane. Une vaste étendue punitive de forêts denses, de tourbières marécageuses et de terrains escarpés et rocheux. Pendant des semaines, des équipes de recherche guidées par des pisteurs et accompagnées de chiens renifleurs de cadavres, peignèrent méticuleusement la zone. C'était un travail épuisant, poussant à travers la même nature sauvage impitoyable que Tessa, terrifiée et seule, avait essayé de naviguer. Il cherchait n'importe quel signe, un morceau de vêtement, un effet personnel ou la moindre trace de restes humains. L'espoir de la trouver vivante avait depuis longtemps disparu. C'était purement une opération de récupération. Un effort pour la ramener à la maison et fournir une réponse finale et déchirante pour sa famille. Début août, près d'un an après sa disparition, une équipe de recherche travaillant dans un ravin escarpé et densément boisé, à environ 4 miles, au nord-est de la cabane de Finch, le trouva. L'un des chiens donna une forte alerte près d'un grand épicé à tomber. Caché sous les racines massives, les chercheurs trouvent un abri de fortune grossier, construit de branches cassées et de mousses tassées. Et à l'intérieur, ils trouvaient ce qui restait de Tessa Sullivan. Les restes, squelettiques, furent identifiés par les dossiers dentaires. Un examen par le médecin légiste et un anthropologue médico-légal raconta le dernier chapitre de son histoire. L'épreuve sur la scène, y compris l'abri et les restes de baies comestibles, suggérait qu'elle avait survécu plusieurs jours, peut-être même une semaine après son évasion. Mais sa connaissance de la randonnée dans le nord-ouest du Pacifique n'était pas à la hauteur de la nature sauvage de l'Alaska. Affaiblie par des mois de captivité et sans équipement ou nourriture appropriée, elle avait finalement succombé à l'hypothermie et à la famine. La découverte des restes de Tessa ferma la dernière boucle de l'enquête. Alistair Finch fut accusé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Un pour le meurtre intentionnel de Finn Hoffman et un autre pour le meurtre criminel de Tessa Sullivan, dont la mort était une conséquence directe de son acte de l'avoir kidnappée. Il fut également accusé de kidnapping et de falsification de preuves. Face à une montagne insurmontable de preuves physiques et à sa propre confession détaillée, Finch n'offrit aucune défense. Il plaida coupable de tous les chefs d'accusation. Dans la salle d'audience, il était une figure évidée. Un homme qui s'était retiré du monde si complètement qu'il avait détruit les vies de 2 personnes qui y avaient accidentellement trébuché. Il fut condamné à la prison, à vie en possibilité de libération conditionnelle. Condamné à passer le reste de ses jours dans un autre type d'isolement, celui de béton et d'acier, plutôt que d'arbres et de silence.
L'affaire de Finn Hoffman et Tessa Sullivan fut officiellement close, mais la résolution n'apporta aucune vraie paix. Pour leur famille, les détails finaux et horrifiques des derniers mois et jours de leurs proches étaient un nouveau traumatisme profond, superposé au chagrin de leur perte. L'histoire n'était plus celle d'un accident tragique, mais d'un acte monstrueux de violence aléatoire, né de la paranoïa et de l'isolement d'un homme. Le couple souriant et vibrant sur la photographie, qui avait voyagé en Alaska à la recherche d'aventure et de beauté, avait trouvé à la place le coin le plus sombre de la psyché humaine.